La santé mentale au travail n'est pas un sujet à la mode. C'est un sujet de responsabilité et souvent un sujet de décision difficile à prendre. Diriger, manager, piloter une organisation, c'est aussi savoir repérer quand une situation devient fragile, quand une personne va mal et quand l'inaction devient un risque humain, collectif et organisationnel. Dans cette série spéciale La santé mentale au travail, je reçois le Dr Agnès Martineau-Arbès, médecin du travail, experte du sujet, praticienne de terrain depuis de nombreuses années et analyste transactionnelle. Ensemble, nous parlons sans dramatiser, mais sans détour, comment repérer une personne en difficulté, comment l'aborder, comment l'accompagner dans la durée, comment réagir face à des situations aiguës ou urgentes, et comment agir en responsabilité en tant que manager ou dirigeant. Ici, vous n'entendrez ni recettes miracles, ni discours culpabilisants. Vous entendrez des repères clairs, des mises en perspective solides et des conseils concrets, à la fois pour les personnes concernées et pour ceux qui ont à décider et à agir. Vous écoutez La santé mentale au travail, une série spéciale du podcast La Minute Humaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Agnès. Bonjour Xavier. Nous voilà pour le 5e épisode du podcast sur la santé mentale au travail. Aujourd'hui avec toi, je voudrais aborder des situations urgentes, extrêmes, qui demandent une réaction immédiate, auxquelles les managers, les dirigeants, les responsables d'équipe sont régulièrement, parfois, souvent confrontés et peut-être démunis. Je voudrais qu'on puisse parler de cela aujourd'hui avec toi. Tu as raison Xavier de vouloir aborder ces situations aiguës qui demandent une réponse immédiate parce qu'en fait, finalement, à moins d'être du métier, on n'est jamais vraiment préparé. Et ça se comprend tout à fait qu'on ne soit jamais préparé parce que ces situations sont exceptionnelles. Néanmoins, elles exigent des réponses adaptées. Il s'agit de faire ce qu'il faut et de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Je vais commencer par une situation qui est rare mais pas exceptionnelle en milieu de travail en France, c'est l'alcoolisation aiguë. Une personne est retrouvée en état d'ébriété en milieu de travail. Eh bien, il y a des choses qu'on doit faire dans ces situations-là et des choses qu'on ne doit pas faire quand on est manager. Manager, RH, éventuellement collègue si le manager est absent à ce moment-là. La première chose à faire, c'est se dire que le comportement anormal de cette personne n'est peut-être pas dû à l'alcool. Autrement dit, à moins que vous ayez vous-même constaté que cette personne a ingéré des boissons alcoolisées sous vos yeux et dans une quantité suffisante pour pouvoir provoquer l'ivresse, vous ne serez pas en mesure dans une entreprise de l'accuser d'alcoolisation aiguë. En revanche, vous observerez un comportement qui évoquera l'ivresse. Et puisque ce comportement évoque l'ivresse, il est inadapté en milieu de travail, la personne doit être mise en sécurité. Pourquoi distingues-tu l'ivresse de l'alcoolisation ? Je ne distingue pas, c'est la même chose. Je parle de la même chose. Alcoolisation aiguë, ivresse aiguë, pour moi c'est la même chose. J'avais juste employé les deux termes. Non, je pensais qu'il y avait éventuellement une connotation différente. Non. Peut-être plus péjorative de parler d'alcool que parler d'ivresse, mais... Ça, c'est l'influence de la culture qui donne ces impressions. Et c'est ce que ta remarque est très juste. On a une perception lexicale qui n'est pas la même entre les deux termes. Mais on ne va pas parler de cette nuance-là ici. Là, on ne va parler que de cette situation. Une personne présente un trouble du comportement qui évoque une ivresse aiguë en milieu de travail. Première chose à faire, la retirer de son poste de travail et l'amener dans une pièce à part, confidentielle, discuter avec elle, appeler le SAMU, s'il n'y a pas de médecin du travail sur place ou d'infirmière de travail sur place. Si jamais il y a un service de santé au travail sur place, orienter la personne, amener la personne dans le service de santé au travail pour qu'elle soit prise en charge. Pourquoi c'est important de procéder comme ça ? Parce que ce qui vous semble être une ivresse aiguë n'est peut-être pas du tout une ivresse aiguë. Ça peut être une hypoglycémie chez un diabétique, ça peut être la première expression d'une tumeur au cerveau, ça peut être l'expression d'une pathologie mentale que vous ne soupçonnez pas, ça peut être une intoxication à une autre substance, médicamenteuse notamment, etc., etc. Donc, ce que vous aurez peut-être interprété comme une ivresse aiguë n'est peut-être pas du tout ça. Ne cherchez pas des aveux.
Ça, c'est la deuxième consigne. Ne cherchez pas des aveux. Si jamais c'est vraiment une alcoolisation aiguë, sachez que la personne a honte d'elle-même. Chercher des aveux, c'est rajouter à la honte et c'est l'humilier, et ça ne va pas vous aider pour la suite des événements. Ne cherchez pas des aveux. Vous orientez vers le médecin et le médecin ou l'infirmier de santé au travail saura faire ce qu'il faut. Appelez les secours extérieurs, envoyez la personne chez un médecin, ce sera à elle d'agir. Vous, à votre niveau, vous devez retirer la personne de son poste de travail sur le moment, orienter vers le soignant, et s'il n'y a pas de médecin, appelez le SAMU pour leur demander ce que vous devez faire, comme ça la responsabilité médicale sera engagée et vous serez dégagé d'une responsabilité. Ne renvoyez pas la personne chez elle au volant de sa voiture, bien évidemment. Donc ça c'est la première phase. Sur la phase immédiate, c'est comme ça que vous devez procéder. Et après, cette personne va revenir au travail et elle sera sobre le jour où elle reviendra. Si elle est victime d'alcoolisme chronique, elle sera peut-être pas si sobre que ça, mais en tout cas, elle aura retrouvé ses esprits. À ce moment-là, vous devez prévoir un entretien dans une pièce confidentielle où vous ne serez pas dérangé pendant 1 heure et où vous devrez lui signifier que ce qui s'est passé ne peut pas se reproduire et ne doit pas se reproduire. Pas de sanction sur le moment, si c'est la première fois, mais un avertissement et la demande que ça ne se reproduise pas. Si la personne reconnaît qu'elle a un problème avec l'alcool ou des substances addictives, orientez-la vers le médecin du travail pour qu'il y ait un suivi au long cours. Votre responsabilité de manager, ce sera de vérifier, et vous devrez en informer votre salarié, votre collaborateur, votre responsabilité sera de vérifier que les consignes sont respectées et que ça ne se reproduit pas. Toujours dans la confidentialité. Toujours dans la confidentialité. Il ne s'agit pas d'humilier cette personne. Toujours garder en tête que les conduites addictives sont des maladies, ne sont pas des caprices, ne sont pas des gestes qu'on a de manière délibérée. L'addiction, c'est une maladie. On ne condamne pas quelqu'un qui est malade, on l'aide. Ne pas s'occuper de ces situations, c'est enfoncer la maladie et l'aggraver. À partir du moment où une conduite addictive se produit et se montre en milieu de travail, c'est la responsabilité du manager et des gestions de ressources humaines de prendre la situation en main, sans jugement, mais comme une maladie. Voilà pour l'alcoolisation aiguë et les suites s'il y a derrière une addiction. C'est très clair. Merci. La deuxième situation, qui a lieu aussi de temps en temps en entreprise, la réaction émotionnelle aiguë. Vous avez en face de vous, ou quelqu'un vient vous solliciter parce que un ou une de vos collaborateurs tristes s'est mis à pleurer et à hurler à son bureau. Vous arrivez, elle pleure à chaudes larmes. On ne peut pas la calmer. On n'arrive pas à la faire sortir du bureau pour l'amener dans une pièce plus calme. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Ou bien elle crie, elle hurle. Je parle d'une personne, homme ou femme. Elle hurle, elle est très agacée, très énervée. Elle a peut-être même abîmé son ordinateur, jeté des objets par terre. Elle est soit très en colère, soit totalement triste. Il se peut que parfois, elle soit totalement prostrée aussi. J'ai vu ça. Une dame prostrée dans l'angle de son bureau, en position fœtale, qui ne répondait plus, qui ne bougeait plus, qui était presque inaccessible à toute parole, et qui est restée là 1 heure avant qu'on puisse faire quelque chose. Voilà. Réaction émotionnelle aiguë à un facteur de stress. Qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, le réflexe, c'est de ne pas la laisser seule et d'appeler le médecin du travail s'il est sur place ou l'infirmier de santé au travail s'il est sur place. C'est typiquement dans ses prérogatives et son rôle de prendre en charge cette personne et cette situation. Il y a une réaction émotionnelle aiguë avec une prostration ou un raptus aigu. C'est une situation de mal-être aigu, c'est une question médicale. Quand vous n'avez pas de professionnel de santé au travail sur place dans votre entreprise, vous devez appeler le SAMU. Pourquoi je vous dis d'appeler SAMU? Parce que chaque appel au SAMU est enregistré. C'est une question médico-légale. Et que vous pourrez exposer la situation au médecin du SAMU qui vous donnera les directives à suivre. Et que vous suivrez ces directives et ce sera de sa responsabilité et pas de la vôtre, et c'est sa responsabilité de soignant. C'est dans son rôle, sa mission et ses prérogatives de vous dire ce qu'il faut faire dans cette situation. Donc vous appelez le SAMU, et le médecin du SAMU, le régulateur, vous dira quoi faire dans cette situation. Donc la personne, dans la plupart des situations, sera emportée par les pompiers vers un hôpital pour être prise en charge. Parfois, elle sera amenée chez son médecin généraliste, ou parfois encore, elle sera accompagnée chez elle, mais ça, c'est le SAMU qui décidera en fonction de ce qui se passe et de ce qui se dit. Mais il y a toujours une suite, puisqu'on est dans le milieu de travail. Cette personne va revenir au travail, peut-être après un arrêt maladie, peut-être dès le lendemain, qui sait. Et donc, vous, en tant que manager, là aussi, vous ne pouvez pas ne rien faire. Encore une fois,
en termes de santé mentale au travail, voir et ne rien faire est la pire des solutions. Donc vous devez faire quelque chose et de quelque chose qui soit adapté à la situation. La chose adaptée à la situation dans ces circonstances, c'est de voir cette personne en entretien dès son retour, le jour de son retour, l'accueillir en tout cas, et si vous ne pouvez pas organiser l'entretien au moment même de son arrivée, vous l'organisez dans les 48 heures de son retour. Et surtout, vous lui dites, dès son arrivée, vous lui dites que vous voulez la voir, mais que de toute façon, vous avez prévu une visite chez le médecin du travail. Parce que une réaction émotionnelle aiguë d'une telle ampleur dans le milieu de travail est peut-être le signe d'un mal-être au travail, d'un trouble de santé. Et donc, c'est la mission du médecin du travail de voir qu'est-ce qui se passe pour cette personne et est-ce que son état de santé est compatible avec la poursuite de l'activité. Mais l'entretien avec le médecin du travail ne suffira pas. Vous devez vous-même faire un entretien et dire ce que vous avez constaté, les faits. Il s'est passé ça, je pressens qu'il y a une difficulté, je voudrais en discuter, non pas pour que la personne dévoile des choses dont elle n'a pas envie de parler, mais simplement pour tomber d'accord sur comment va se faire la poursuite de l'activité et du travail. Et peut-être qu'il y aura des recommandations du médecin du travail puisqu'il y aura eu la visite du médecin du travail. Voilà pour cette situation de réaction émotionnelle aiguë. Troisième situation, la personne flanche. Je vais vous raconter une situation qui m'est arrivée quand j'étais médecin du travail. Je venais juste d'arriver au bureau, la porte du service s'ouvre, et je vois un manager que je connaissais bien, qui rentre dans le service et qui me dit « Venez vite, docteur, il y a madame Untel, elle est dans sa voiture sur le parking et elle ne veut pas en sortir. » En l'occurrence, je connaissais madame Untel parce qu'elle m'avait sollicité 2 semaines avant ça pour me dire qu'elle était en difficulté au travail, qu'elle était très fatiguée, qu'elle ne voulait pas s'arrêter, elle ne voulait pas qu'on en discute et elle n'en avait pas discuté avec son manager, mais elle venait me voir pour m'alerter qu'elle n'allait pas bien et me demander quelques conseils. Ce jour-là, c'est son manager qui arrive et qui me dit « Elle est dans sa voiture, elle ne veut pas descendre ». Donc je suis allée sur le parking de l'entreprise, j'ai évidemment discuté avec madame Untel, je l'ai amenée au service médical, on a eu un entretien suffisamment long pour que je parvienne à la convaincre d'aller voir son médecin généraliste, parce que clairement, elle était quasiment au stade ultime du burn-out. Elle n'était pas totalement en burn-out, elle était au stade de l'acharnement frénétique. L'acharnement frénétique, tu sais, ce sont ces personnes qui travaillent d'arrache-pied, qui font des heures et des heures de travail, qui sont de moins en moins efficaces et qui donc travaillent de plus en plus pour essayer de compenser cette inefficacité, mais ils sont tellement épuisés que de toute façon, c'est quasiment vain, mais qui disent « Je ne peux pas m'arrêter, j'ai des projets à tenir, j'ai mon travail à faire ». Mes collègues m'en voudraient beaucoup, qui sont dans un déni total de leurs risques et qui ne sont plus du tout en mesure de décider de s'arrêter eux-mêmes. L'acharnement frénétique. Je m'acharne alors que ça ne va pas. Et donc cette personne, eh bien, je l'ai adressée en urgence à son médecin généraliste à qui j'ai fait un courrier, à qui j'avais passé un coup de fil, pour lui dire exactement le tableau et pour lui dire que, à mes yeux, il était nécessaire qu'elle s'arrête au moins 1 mois et que dès que la reprise serait envisagée, nous ferions le nécessaire pour aménager son activité. Donc c'était de l'épuisement professionnel typique, avec un déni du risque typique et une réaction que le manager a observée en direct qui était l'impossibilité corporelle, parce que la tête voulait encore y aller, mais le corps ne pouvait plus. L'impossibilité corporelle de se rendre à son travail. J'évoque le mot de burn-out parce que je connaissais l'histoire et que ça a été l'histoire d'un burn-out. Cette affaire-là. Et donc mais personne qui flanche, ça peut être un épuisement, ça peut être un burn-out, un bore-out, enfin tout ce qui rassemble. C'est une question, je n'ai pas connaissance. Je suis moins convaincue par cette notion de bore-out. Le bore-out, les tableaux de bore-out ne se terminent pas comme ça, ils se terminent autrement. C'est pour ça que tu me vois un peu douter et tiquer sur le mot bore-out. Mais en revanche, le syndrome d'épuisement professionnel, qui ne te tombe pas dessus du jour au lendemain, qui est un long processus temporel, finit parfois comme ça, avec l'impossibilité corporelle, la personne développe une maladie somatique ou un symptôme somatique qui l'empêche d'aller au travail parce que sa tête veut encore y aller, mais que ça ne suffit plus. Et donc c'est un tableau aigu, là aussi, qu'il faut prendre en compte immédiatement et surtout ne pas négliger. Surtout, encore une fois, ne pas regarder ailleurs. Et après, il y a toutes les situations où la maladie qui n'est pas d'origine professionnelle, est trop envahissante et vient s'inviter dans le travail. Tu penses à des cas particuliers ? Bien sûr. Je pense par exemple à toutes les personnes qui souffrent de maladies chroniques rhumatismales
la polyarthrite, la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde. Ces pathologies avec des noms très savants qui représentent des calvaires du quotidien pour ces personnes qui en souffrent depuis souvent des années. Ce sont des maladies qui se déclarent parfois jeunes et donc dont ces personnes souffrent au quotidien dans leur chair pendant des années et qui viennent au travail en serrant les dents, en souriant, comme si de rien n'était, parce qu'il y a un tel tabou de la maladie chronique dans le milieu du travail et un tel tabou personnel, une telle autocensure aussi. C'est à la fois un tabou collectif mais aussi une autocensure individuelle qui fait que ces personnes ne se manifestent pas alors qu'elles sont dans une souffrance chronique. Ces situations-là sont très très difficiles et très complexes parce que la douleur intense provoquée par ces maladies peut envahir tellement la vie de la personne qu'elle les rend inefficaces au travail. Et donc pour eux, c'est la double peine. Ils souffrent dans leur chair, mais ils dépensent en plus une énergie folle à masquer leur souffrance. Et pour autant, ils doivent travailler. Et souvent, ce sont des gens très motivés, qui travaillent beaucoup, et bien, très très bien. Mais pour autant, on doit leur venir en aide. Donc quand la maladie s'invite dans le travail, vous voyez la personne qui grimace de douleur, vous la voyez boiter pendant des jours, vous la voyez ne plus utiliser sa main gauche parce que la douleur est trop intense, surtout, allez chercher l'information. À partir du moment où un symptôme s'invite dans le travail, votre responsabilité de manager, c'est d'aller vérifier ce qui se passe, sans pour autant être intrusif et demander des comptes médicaux. Oui, il y a le secret médical, on ne peut pas demander de quoi la personne souffre, mais il faut quand même aller chercher de l'information. Et encore une fois, dans une intention d'aide et d'accompagnement au travail. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain podcast. Comment on maintient la personne au travail malgré ces circonstances et comment on lui fait reprendre le travail après un long arrêt maladie. Parce qu'il y a tout un tas de situations possibles. Il y a la personne qui veut continuer de travailler sous chimiothérapie. Et ça se respecte. Et ça s'entend. Et ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Parce qu'on n'est pas là pour en rajouter à sa souffrance, on est là pour l'aider à se sortir de sa situation. Et finalement, quand le travail fait du bien, travailler même pendant des traitements très très lourds, c'est presque comme une bouée de sauvetage. Et ça, c'est important. C'est vrai que nous, on aborde le sujet de la santé mentale au travail qui force un biais qui est que le travail est source de souffrance, puisqu'on parle de la maladie et de la santé mentale. Mais le travail, c'est aussi la santé, comme dit la chanson, et puis le travail a un rôle social, psychologique, biologique, etc., qu'il ne faut pas non plus nier. Non seulement il ne faut pas le nier, mais il faut toujours le garder en tête. Parce que on parlait dans le précédent podcast des facteurs psychosociaux protecteurs. Quelquefois, le travail est le seul pilier solide de la vie de la personne. Et les gens qui sont bien au travail ont des critères de santé qui sont meilleurs que ceux qui sont mal au travail. Être bien au travail, c'est un facteur de bonne santé. Et c'est tellement juste, on le voit tellement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit s'attacher à ce que les gens soient bien au travail. Et quand ils ont des problèmes de santé, on doit faire en sorte d'alléger au maximum leur charge, leur peine au travail, pour que le travail soit source de santé et les aide à restaurer leurs équilibres. C'est exactement ma mission d'accompagnant aujourd'hui, que les gens s'épanouissent au travail. Très bien, c'est une belle mission et c'est tellement nécessaire, bien sûr. Un jour, je raconterai pourquoi j'en suis arrivé là. Je suis sensible à ce que tu racontes dans les cas que tu racontes parce que ça vient me toucher dans mon histoire. Voilà, mais c'est pas le moment d'en parler. Mais je suis curieuse de t'entendre raconter ton histoire. Est-ce qu'il y a des situations que tu voudrais évoquer que je n'aurais pas évoqué là? Alors on a parlé d'addiction, et dans les addictions bien sûr il y a l'alcool, mais il y a aussi certaines substances dites illicites, ou plus ou moins illicites, et que lorsque la consommation est régulière modifie l'état de conscience de la personne. Est-ce que tu as aussi là des bons conseils, je dirais? Oui, et je ne sais pas si ce sont de bons conseils, mais ce sont des actions à mettre en œuvre qui sont quasiment incontournables. Il y a les substances illicites, comme tu le mentionnais, donc toutes les drogues stimulantes ou au contraire les drogues un peu hypnotiques. Donc on parle de drogues douces, de drogues dures. Dans le milieu de travail et dans certains milieux de travail en particulier, on rencontre souvent la cocaïne, moins l'héroïne. La cocaïne est quand même une drogue extrêmement utilisée dans les milieux de travail où il faut peu dormir. Oui, où il y a aussi besoin de performer longtemps. Absolument. Résister au jet lag, résister au manque de sommeil.
ligne, être très réactif. Je pense au milieu artistique, au milieu de la communication. Je ne voudrais pas cibler spécialement les métiers de la communication, bien entendu, mais il y a quand même des métiers qui demandent une réactivité importante. Je pense aussi au milieu de la finance, très utilisateur de ces substances-là. Donc les drogues illicites, mais il y a aussi les drogues licites, les psychotropes, les médicaments. Et là, c'est un gros sujet aussi. Pourquoi c'est un gros sujet ? En général, dans le milieu de travail, il y a de manière rarissime des consommations aiguës de ces types de drogues. Je pense qu'en 25 ans de carrière, j'ai vu 2 prises de drogue de cocaïne qui avaient nécessité mes services. Les services de santé au travail. Donc les cocaïnomanes réguliers en milieu professionnel savent très bien gérer leur consommation, et ça se voit en général par des signes indirects, mais ça ne s'invite pas dans le travail au point de provoquer des comportements inappropriés, donc c'est transparent pour l'environnement professionnel. Le cannabis, en revanche, est très courant, et l'association alcool-cannabis est très courante. Même si les gens ne boivent pas au travail, ils peuvent fumer au travail, ou juste avant, ou pendant les pauses, et pour le coup, comme l'effet est un peu long, ça se voit sur certains symptômes, et ça peut impacter le travail, et ça peut impacter l'environnement de travail, notamment sur les postes de sécurité. Donc, postes de sécurité, c'est tous les postes où on conduit un engin, ou une machine dangereuse, où on monte en hauteur, tous les postes où on peut être un danger pour soi ou pour autrui. Où l'on conduit, on transporte les équipes. Voilà, conduite d'engin, etc. Et transport, camions, autobus, autocars, voitures, les commerciaux qui sont constamment sur les routes. Il est clair que s'ils ont tendance à boire et en plus ils associent le cannabis, le cocktail est explosif pour avoir un accident de travail. Quand un VRP se déplace chez un client, c'est un accident de travail, c'est pas un accident de trajet. La problématique de ces substances, y compris les médicaments, c'est plutôt sur les postes de sécurité. Donc, le moindre soupçon que vous pourrez avoir en tant que manager devra, par réflexe, vous devez orienter vers le médecin du travail. Vous n'avez pas le droit de demander à la personne « Est-ce que tu prends des tranquillisants ? Est-ce que tu es sous antidépresseurs ?» Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas plus le droit de lui dire « Est-ce que tu fumes du cannabis ? Est-ce que tu utilises de la cocaïne ? Est-ce que tu bois ?» Vous n'avez pas le droit de faire ça. On n'est pas aux États-Unis où il peut y avoir des contrôles inopinés. En revanche, au moindre soupçon, vous devez orienter vers le médecin du travail. Si vous pensez qu'une personne boit trop, ou fume du cannabis, ou utilise des drogues licites ou illicites, et qu'elle le fait alors qu'elle travaille, ou qu'elle travaille sous influence, vous devez orienter vers le médecin du travail. Et être très explicite dans votre demande. Docteur, j'ai remarqué telle et telle chose. Soyez très factuel. Je me pose la question de l'état de santé de cette personne et de ses comportements inappropriés. Je voudrais avoir votre avis. Pouvez-vous me dire si vous considérez que cette personne est apte à effectuer ses activités de sécurité? Soyez très explicite, sans rentrer dans les détails. Énumérez les faits. Dites les faits qui sont des comportements anormaux, inappropriés au travail. Il s'est endormi dans une salle de réunion, elle a chanté tout l'après-midi, voilà. Signalez des faits comme ça, où il y a des odeurs qui évoquent l'odeur du cannabis à son poste de travail, voilà, ce genre, ou sur ses vêtements, enfin, si vous êtes vraiment sûr de votre coup, évidemment. Vous pouvez écrire des choses comme ça, sans accuser la personne de le faire. Vous dites, j'ai observé ça. Dans ces activités, il y a des activités de sécurité. Elle conduit des autobus, des autocars, des camions, elle est cariste, il est VRP, que sais-je. Vous signalez l'activité à risque et vous demandez au médecin du travail de voir cette personne rapidement et de se prononcer sur son aptitude à ces activités à risque. C'est très important. Ça montre que vous avez pris soin de la santé de la personne. Ça montre que vous êtes responsable et que vous assumez votre responsabilité, et en même temps, vous sollicitez un sachant pour qu'il assume lui ses responsabilités de sachant concernant l'état de santé. Je pense que c'est clair pour les personnes qui nous écoutent, les démarches qu'ils ont à faire et à ne pas faire dans les situations critiques, délicates et tellement humaines en fait. Et tellement humaines, c'est tout à fait ça, bien sûr. Merci Agnès. Merci à toi Xavier. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de la Minute Humaine. Ce podcast est né de l'envie de construire ensemble des environnements de travail plus humains. Et si ces échanges vous aident à mieux comprendre et surtout à mieux agir, je vous invite à vous inscrire à la newsletter du podcast La Minute Humaine. Vous y trouverez toutes les informations sur ce que nous organisons autour du podcast, des webinaires avec des apports théoriques et surtout des temps d'échange pour poser vos questions au sujet de votre réalité.
des formations en présentiel ou en distanciel, des cercles de parole, ainsi que des ressources, articles, livres, médias, pour approfondir ces sujets essentiels. L'inscription est gratuite et c'est le meilleur moyen, à mon humble avis, de transformer l'écoute de ce podcast en action concrète. Je suis Xavier Eloi, créateur du podcast La Minute Humaine, accompagné de l'experte en santé mentale au travail, le Dr Agnès Martino-Arbès, qui affirme que la santé mentale est la base vivante de toute organisation qui fonctionne bien. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains.